Laurent, bonjour. Ahmed Arekpa, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour. Bienvenue. Oui, merci. Très belle veste ce matin. Merci beaucoup. Un blazer, plutôt, Merci. plutôt beau. Alors, Laurent Roland Tonenquez, ce matin, les quotidiens abordent plusieurs sujets d'actualité. Celui qui revient le plus, c'est celui en rapport avec la suspension du groupe de presse La Gazette du Golfe, Laurent Roland Tonenquez. Oui, c'est une triste nouvelle pour la presse béninoise. Et qu'on ne veuille pas, quelles qu'en soient les erreurs ou les fautes du groupe de presse La Gazette du Golfe, nous n'aurait souhaité et qu'on en arrive là. Parce que un média de moins, c'est peut-être une réduction entre griffes de la liberté d'expression. C'est vrai qu'il y a une vidéo qui circule hier faisant état de ce qu'on reprocherait à la Gazette du Golfe. Mais déjà, quand on voit le communiqué de la RAC qui avait circulé, oui, bien avant. Voilà, ça ne surprend pas qu'aujourd'hui, qu'on en arrive à suspendre un média de cette manière. Je crois que nous l'avons évoqué ici et en portant des gants, en estimant en fait que nous ne faisions pas l'apologie des coups d'État, mais qu'on essaie d'exposer la situation pour montrer ce qu'il fallait faire pour prévenir à l'avenir les coups d'État. Bon, maintenant, peut-être la Gazette du Golfe, dans la suite des événements, peut-être à traiter l'information d'une autre manière. Mais je crois que la RAC aurait pu prendre d'autres mesures conservatoires plutôt que d'aller à une suspension jusqu'à nouvel ordre. Et malheureusement, quand on en arrive à vous suspendre jusqu'à nouvel ordre, c'est qu'une nouvelle ordre, là, ça peut être dans un an, ça peut être dans 2 ans, ça peut être dans 3 ans. Et aucun employeur, en tout cas dans le contexte du Béninois, qui plus est dans le secteur des médias. Dans les médias, ne saurait continuer à payer des salaires, voilà, à des gens qui n'ont pas travaillé. Qui ne travaillent pas. Donc peut-être à la limite pour le premier mois, pour ce mois-ci qui est entamé, il pourra payer peut-être. Dieu seul sait comment ça va se passer. Et vers la fin, en tout cas à la fin du mois d'août, au début septembre, qu'il payera. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? C'est autant de soucis. Je crois que le média fermé, c'est des bouches qui ne... Ce sont autant de bouches qui risquent d'être fermées. Bon, pas fermées, qui manqueront de quoi avaler. Voilà, donc, il y a un problème fondamental à régler. Je crois qu'on pourrait trouver d'autres mesures pour... Moi, je pense que dans les thèses de la RAC, si ça n'existe pas des sanctions d'amende, par exemple. Peut-être financière, voilà. Oui, amende, par exemple. Si ça n'existe pas, il faut mettre ça dans les tests. Et désormais, quand il y a un souci comme ça, on sanctionne avec une amende et l'amende est payée. Autrement, on donne un délai et là, on peut arriver à suspendre. Après, le risque avec ce genre de mesures, donc de sanctions financières, c'est que à un moment donné, les professionnels des médias ou en tout cas donc les organes de presse de manière générale puissent finalement faire avec et donc se contenter de payer et continuer par non, quels médias? Les médias à diffamer si tel est le cas ou en tout cas par sortir même si, des sentiers battus. Même quand vous diffamez, non, dans la logique des diffamations, c'est que l'autre a le droit de, en tout cas, il y a le droit de réponse quand même pour permettre à l'autre partie de se prononcer. Donc, je ne pense pas que ça va être une porte de sortie. Mais je pense que... Vous imaginez sur un tel sujet, par exemple, dans le cas d'espèce, il s'agit donc de l'apologie des coups d'État, c'est ce que dit la HAC en tout cas. Alors, dans ce cas d'espèce, justement, vous imaginez qu'on inflige juste une sanction financière et que, oui, l'organe de presse soit donc en mesure de la payer. Et donc, oui, je sais qu'il y a toujours des forceurs sur cette lancée. Évidemment, le message qui est donc transmis à la population n'en est pas un. Non, je sais qu'il y a toujours peut-être des forces ou des puissances qui peuvent être derrière peu ou prou les actions des uns et des autres. Je ne dis pas qu'il y a des puissances étrangères derrière les actions du Golfe, du groupe de presse La Gazette du Golfe. Mais j'estime que, bon, moi, même s'il n'y a pas des amendes peut-être à payer, il faut trouver un mécanisme pour avertir. C'est vrai que le communiqué était déjà un avertissement. Voilà. D'accord? Mais il fallait peut-être passer à une autre étape d'abord avant de penser à la suspension. Parce que penser à la suspension de tout de go comme ça, ça donne une mauvaise image, une mauvaise impression au plan international. Parce que quand je suis, par exemple, l'élément qui circule sur le Golfe, en tout cas, l'élément qui aurait déclenché la colère des sages, par exemple des conseillers de la RAC, c'est que
bon, je ne vais pas reprendre ce qu'il a dit parce que ça risque on risque de me traiter de quelqu'un qui fait aussi apologie de coup d'État. Oui, c'est ça. Et là, en l'état, moi, je ne vais pas me retrouver dans cette situation parce qu'il y a beaucoup de pères de famille à Eden TV. Donc, il ne faut pas qu'on dise demain que c'est Laurent, qui a fait ça. J'ai ma position et j'ai mon avis sur la question. Les autres Mais je voudrais appeler les conseillers de la RAC, le président de la RAC, M. Moretti, à repenser cette sanction-là. Et jusqu'à nouvel ordre nous a-t-on dit, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de voir dans une semaine déjà, de les ramener et de leur dire, écoutez, si vous continuez, la prochaine fois, ça peut être une sanction d'1 an. Je crois qu'on peut aller de cette manière. En tout cas, sur le sujet donc, du Niger, l'actualité continue d'évoluer. Roland Tonnenkes, on apprend par exemple avec Adiaché News, voilà. Que Rissa Agboula voilà, est de retour avec un conseil de la résistance pour la République. C'est très simple. La stratégie là, c'est peut-être beaucoup n'ont pas compris. Une fois que l'intervention militaire ne pourra plus marcher au Niger, une fois que les chefs d'État de la sous-région, certains ont commencé par se résigner, en tout cas, pour ne plus aller dans le sens de l'intervention militaire, il y a un problème. Maintenant, comment faire pour qu'il y ait une intervention militaire? Pour qu'il y ait une intervention de la France en Côte d'Ivoire, il a fallu qu'il y ait eu des problèmes entre Laurent Gbagbo et les Ouattara. Et donc, c'est à ce moment que la France est intervenue pour déloger Laurent Gbagbo. Et donc, ce qui se passe, c'est le même schéma qui vient. Il y a une junte au pouvoir, la junte ne se laisse pas faire, et donc, la résistance part de quelqu'un qui est ex-rebelle, qui certainement aura les moyens pour faire le combat face à la junte au pouvoir. Et en ce moment, la France et l'OTAN auront de raisons valables d'intervenir en France au Niger sans l'intervention, sans l'accord de la CEDEAO. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le schéma. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est une stratégie très bien peaufinée. Et c'est à la junte maintenant, peut-être, aux résistants, Rissa Agboula, de faire très attention. Parce que, au-delà de tout, c'est le peuple nigérien qui va souffrir dans cette affaire. Le peuple nigérien qui va souffrir et au-delà du peuple nigérien, disons tous les pays de la sous-région qui vont partir. Parce que, comme je le dis, si ça commence, c'est qu'il y aura la prolifération des armes dans la sous-région. C'est ça. On a pu voir ce que ça a entraîné en Libye. Les conséquences sont encore là jusqu'aujourd'hui. Et donc, si les gens se laissent faire, Rissa Agboula doit pouvoir faire très attention aussi. Il est dans une résistance, il était rebelle, on le sait. Et la junte aussi doit pouvoir prendre des mesures pour voir comment faire pour ne pas se livrer une guerre face à Rissa Agboula. Parce que toute la sous-région va souffrir de cette situation. Et comme je l'ai dit, c'est maintenant au président de la CEDEAO aussi de revoir leur position. D'ailleurs, ils seront en session aujourd'hui. Justement, aujourd'hui, une session extraordinaire. C'est à eux maintenant de voir la formule pour qu'il n'y ait pas affrontement entre les fils et les fils du Niger. Du Niger. Je parlais donc évidemment de tous les pays de la sous-région qui en souffrent déjà, dans une certaine mesure. L'Indépendant titre ce matin répercussion de la crise sociopolitique au Niger sur le Bénin, des marchandises en souffrance à Boikon. Des garages transformés en parcs, s'interroge. Oui, malheureusement, beaucoup de parcs sont remplis aujourd'hui parce qu'il n'y a pas la voie pour passer. Parce que les frontières sont fermées. Il y a 2 jours, on parlait de 600 camions stationnés. Et donc, certainement, aujourd'hui, on serait autour du millier de camions. Et imaginez tout ça là, au niveau du tronçon, qu'on vous appelez sur le tronçon de Malanville. Et dans une certaine mesure, ça va contribuer à compliquer, en tout cas, la circulation dans cette zone. Et puis, il y a une question de sécurité également, parce que quand les camions sont stationnés comme ça, et que les gens il y a des files interminables, les gens se retrouvent au milieu de la brousse, et c'est peut-être l'occasion pour les braqueurs, d'opérer. Qui vous souviennent qu'à un moment donné, les gens montaient sur les camions et déchargeaient des sacs de riz, des bidons d'huile. Donc, les transporteurs ne seront pas épargnés malheureusement maintenant. C'est pourquoi je pense sincèrement que Patrice Talon, aujourd'hui, en allant à ce sommet, doit pouvoir leur dire la vérité pour dire oui, je suis d'accord. Mais autrement, la mesure de fermeté des frontières, ça rend service à qui? Ça pénalise qui? Ça rend service peut-être à la CEDEAO,
en mettant la pression sur la junte. On met la pression sur la junte, justement. La junte, d'accord. Ça relève en service. Les conséquences ne sont pas moindres sur les comme je l'ai dit, limitrophes du Niger. Comme je l'ai dit, le Sénégal ne partage pas de frontières, en tout cas. La Côte d'Ivoire non plus. Donc, la Côte d'Ivoire non plus, le Ghana non plus. Et le Togo non plus. Parce que le Togo doit prendre pas le Burkina Faso d'abord avant d'aller au Niger. Mais le Bénin partage une frontière avec ce pays. Il va falloir faire très attention et voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Bénin ne souffre pas de cette situation. Au-delà de tout, c'est nous qui souffrons et c'est nous qui souffrirons de cette situation. Le Niger va se développer, d'autres partenaires dans la sous-région et continuer à vivre pendant que nous, notre économie va prendre un coup. Sur le même sujet, puisque c'est le sujet du moment, bien malheureusement, j'ai envie de dire, Laurent Roland-Tonné-Ikes, sanctions contre le Niger, Matin Libre titre, l'UPR et le BR muet. L'UPR et le BR, c'est des alliés. En fait, on parle de non-alignés, des alliés. C'est des alliés. La position des partis... La position du gouvernement. La position du gouvernement, c'est la position de l'UPR et de l'UP, le renouveau et du BR. Donc vous voulez attendre. Il n'y a rien d'étonnant finalement que de ne pas les entendre. Oui, mais il n'y a rien d'étonnant. Bon, même s'ils ont aussi leur avis sur la question, qui pas mieux peut monter au créneau pour dire ce que dit Patrice Talon, sa position de Patrice. La position de Patrice Talon n'est pas la bonne. Oui, mais tout au moins faire une sortie pour justement approuver, pour expliquer. Non, qui ne dit mot consent. Donc, ils sont d'accord, certainement. C'est vrai que même s'ils ne sont pas d'accord, je ne vois pas peut-être ce garçon qui peut se lever pour dire, bon, ce que dit Patrice Talon pour dire, intervention militaire au Niger, je ne suis pas d'accord, en tant qu'élu du peuple, bon, en vertu des pouvoirs que j'ai en tant qu'élu du peuple député, ah non, je pense que le Parlement doit s'opposer à une intervention militaire au Niger. Qui parmi eux peut le faire? Les démocrates sont montés au créneau, ont donné leur avis sur la question, ont fait la proposition. Mais comprenez que la position du LUP, le renouveau, et du BR, c'est la position de Patrice Talon. Du gouvernement, tout simplement. Tout simplement, il n'y a pas de débat. Donc, le Matin Libre, peut-être, pose la question peut-être à dessein. Mais c'est pour peut-être une manière de les titiller. Peut-être que ça peut les amener à réagir. Et plus loin sur le sujet, justement, le quotidien se demande au niveau de la CEDEAO s'il faut foncer ou reculer. Sur le même sujet, la Nation, le quotidien du service public, parle de la crise au Sahel, une aubaine pour réformer sans complexe la CEDEAO. Oui, je crois qu'il faut réformer la CEDEAO. La CEDEAO a montré ses limites. Quand on prend du Mali... en Guinée et Conakry, passant par on prend du Mali au Burkina, en passant par la Guinée-Conakry, et que maintenant on atterrit au Niger, il y a un problème. Et donc, il faut repenser la CEDEAO tel que ça fonctionne. Je pense que ça ne règle pas véritablement les problèmes. Il faut repenser et que les chefs d'État essaient de voir dans quelle mesure les interventions ou les rappels à l'ordre à certains chefs d'État devraient devenir en fait un objectif principal de la CEDEAO. Parce que ne pas rappeler à l'ordre ces chefs d'État qui sont peut-être en erreur ou en difficulté, ou en griffe, qui se créent des difficultés et des problèmes, c'est en arriver à gérer des problèmes qui les dépassent après. Parce que j'estime qu'avec la situation de la CEDEAO, ces questions de coup d'État les dépassent parce qu'ils prennent des mesures, des décisions pour sanctionner et après, ils se ravisent. Alors, c'est la faute à qui? C'est la faute à la constitution de la CEDEAO, c'est-à-dire à ceux qui constituent la CEDEAO, ces chefs d'État qui sont membres de la CEDEAO. Ils doivent pouvoir revoir eux-mêmes à leur niveau leur copie. Et je crois que la CEDEAO aura davantage de raisons d'interpeller peu ou prou. Si on arrive à régler les problèmes de ceux qui sont éternellement au pouvoir, si on arrive à régler les problèmes de ceux qui, dans une certaine mesure, ne font pas des coups d'État constitutionnels dans le pays. Quand on règle le problème de ceux-là qui font subir des représailles politiques à leurs adversaires politiques, quand on règle ces problèmes et qu'on aura des chefs d'État en griffe irréprochables dans une certaine mesure, je crois qu'ensemble, ils pourront parler le même langage. Autrement, qui va dénoncer qui? Qui va abandonner qui? Intéressons-nous au quotidien l'Indépendant à présent qui propose à son oreille droite ce matin, Laurent Roland-Tonné-Ikes, sanction des directeurs
ayant 0% au CEP, Salimane Karimou entend corriger la mesure. Oui, je crois que c'est le gouvernement qui a dit qu'on ne doit pas publier les résultats par département. Oui. Quand c'est comme ça, vous ne devez pas sanctionner quelqu'un. Le rapport, je ne l'ai pas encore vu. Expliquez-vous, soyez plus clair. Si vous dites qu'il ne faut pas publier les résultats par département, en montrant qui est premier, qui est dernier, d'accord? Parce que les conditions d'études ne sont pas les mêmes partout. Donc vous ne devez pas en l'état sanctionner quelqu'un. Parce que ceux qui ont 0%, il y a certainement des gens qui ont failli, mais il y a des gens, compte tenu des conditions dans lesquelles ils ont travaillé, c'est normal qu'ils aient 0%. Votre logique, elle est... Enfin, le raisonnement est un peu tiré par les cheveux, mais bon, on finit par comprendre. On finit par comprendre. Non, vous dites, on ne doit pas classer les établissements par département, ou le département, ou tel département est premier. Mais ce que j'attends de vous, c'est votre point de vue sur ce qu'entend faire le ministre. Non, corriger ce n'est pas la comparaison. En tant que corriger la mesure. Oui. Mais corriger dans quel sens, je n'ai pas compris. Oui, donc, des sanctions contre des directeurs ayant 0%, désormais, le ministre entend corriger la mesure. C'est-à-dire que, oui, il n'y aurait certainement plus de sanctions, ou en tout cas, les sanctions seront moindres. En fait, je suis dans la même logique. Je suppose que les sanctions ne seront pas pires. Non, en fait, je suis dans la même logique en réalité. Pour dire, en temps normal, si on ne classe plus les départements, pour savoir qui est premier, qui est dernier, c'est qu'en réalité, il ne devait plus y avoir de sanctions. Parce que je l'ai dit clairement, si un département donne 0%, bon, 20%, pendant que nous donne 110%, c'est qu'il y a un problème. Et d'ailleurs, quand vous regardez un peu le système éducatif aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes à régler. Les subventions ne sont pas allées dans les écoles à temps au cours de cette année scolaire, en tout cas. Pour ce que je sais, les subventions, il y en a qui ont reçu la dernière partie, la dernière tranche des subventions dans le mois de pratiquement mai-juin, vers la fin de l'année scolaire. Alors que les subventions sont censées être mises à la disposition des écoles dès le début de l'année scolaire. Donc, à ce niveau, sans moyens, les gens ont fait ce qu'ils pouvaient faire dans une certaine mesure. Deuxième chose, c'est qu'il y a manque d'infrastructures scolaires de qualité dans certaines localités. Disons la vérité. Ce n'est pas réglé. Il y a les difficultés d'accessibilité des centres de formation, je veux parler des lycées, collèges et écoles dans une certaine mesure. Est-ce que ces problèmes ont été réglés? Donc, quand vous mettez tout ça dans la balance, il se fait que certains établissements ne donnent pas un bon score. Et d'ailleurs même, on parle de cantine scolaire. Oui, ce n'est pas toute l'étendue du territoire national. Il y a que dans certains départements aussi, des enfants viennent à l'école le matin et continuent de rentrer le soir. Parce que dans leur milieu, il n'y a pas encore peut-être des cantines. Donc, il y a tant de choses à régler. Maintenant, quand le gouvernement dit on ne va plus classer par département parce qu'il y a tant. Moi, j'ai dit à l'époque que oui, ne pas classer, dit qu'on ne va pas classer parce qu'il y a tant. Je pense sincèrement que c'est parce qu'on ne veut pas régler les problèmes qui existent dans le système éducatif. Et donc, de ce point de vue, alors, on ne doit plus alors sanctionner un directeur qui a donné 0%. C'est tout simple. Il n'y a pas de corriger la mesure. Il faut arrêter les sanctions aussi en même temps. On vous aura compris. Enfin, on vous aura écouté, j'ai envie de dire. Parce que c'est mieux dit ainsi. Sur le sujet, même si on ne partage pas forcément le même avis. Laurent Roland Toninquès, bonne nouvelle, oui, dans une certaine mesure, enregistrement des conventions de vente d'immeubles, les propriétaires invités à se rendre dans les centres des impôts, Laurent. Oui, le communiqué circule depuis quelques jours, c'est bien écrit urgent. Donc les gens doivent pouvoir faire très vite pour aller enregistrer leurs conventions et faire ce qui doit être fait. Parce qu'aujourd'hui, il faut payer les impôts pour tout. On a besoin de ressources. Patrick Salon a demandé que nous comptions sur nos propres forces. C'est ça. C'est de ça qu'il est question. Donc, vous devez payer vos impôts. Moi, je l'ai toujours dit, même si c'est quelques francs on prend sur mon salaire et ça va dans la caisse de l'État. Donc, ça contribue à quelque chose. Et d'ailleurs, c'est ça qui me donne le droit même de critiquer ou de dénoncer quand il faut le faut. Parce que je contribue aussi à la construction de mon pays. Vous savez que le nouveau bitume qu'il y a au niveau du pavé Kérékou, par exemple, vos sous y ont contribué. Enfin, ont contribué à la réalisation.
Donc, vous avez de quoi être fier de votre contribution. Donc, marchez fièrement là-dessus, roulez fièrement là-dessus. D'ailleurs, je roule fièrement là-dessus. Parfois, je roule fièrement pour aller jusqu'au niveau du marché, au niveau marché. Pour regarder, pour dire, mais écoutez, je contribue aussi à... C'est mon argent. Je paye aussi les impôts quelque part. Et quand j'achète, parfois, je paye la TVA. C'est une chose. Donc, les 18% que je paye sur les achats dans des boutiques, des supermarchés. Et parfois, donc, tout ça, là, mis dans la balance, c'est que mon agent contribue à faire ce qui est fait. Absolument. C'est pour ça que je vais les demander de venir. Pour gérer le pays. Quand on descend du bitume, je vais leur demander de venir paver la voie qui mène directement devant ma maison. C'est très important. Je participe quand même à la croissance de ce pays. Je paye les taxes, je paye, sur mon salaire, quelque chose est élevé. Bien sûr. Et puis après, je paye les 18%. Et puis, quand je prends du carburant à la station, quand même, je contribue aussi à quelque chose. Absolument. Donc c'est ce qui est, en fait, c'est ce qu'il faut, hein, en fait, qu'on se dise la vérité. Les opposants vous diront aux Béninois que oui, il y a trop d'impôts. Écoutez, moi, je suis formé là-dessus. Ils vivent en Europe. Ils savent que tout est payé en Europe. Même quand vous garez votre voiture au bord de la voie, c'est comptabilisé, on vous compte l'heure, vous payez. Mais c'est les mêmes qui viendront dire ici, ah, il y a trop d'impôts. Écoutez, c'est vrai que je pense qu'il faut revoir le mode d'imposition et revoir peut-être à la baisse le taux dans certaines mesures pour ne pas assurer les entrepreneurs, les chefs d'entreprise. Mais je pense sincèrement que nous devons tous contribuer au développement de notre pays en participant, en payant nos impôts. C'est très important. Les gens sont en Europe, ils garent même leur voiture au bord de la voie, ils payent, ils reviennent, ils payent. Et ils payent tout d'ailleurs, tout est payé, ils le savent très bien. Mais c'est eux qui sont les premiers à dire qu'il y a trop d'impôts et à tirer sur Patrice Talon. On peut ne pas être d'accord avec Patrice Talon, mais sur des questions essentielles, vous qui avez fait l'expérience de l'extérieur, pour montrer que les gens font ça pour avoir de l'argent, pour développer le pays, vous devez pouvoir encourager ça. Encourager, soutenir. Voilà. Pendant ce temps, le commissaire Sokou de l'OCRC continue de faire des exploits avec bien son office de redoutables cybercriminels ou Gaimen, réfugiés à Boycon, capturés. Ouais, si vous êtes Gaiman, vous répondez de vos actes. Hein. Si quelqu'un Gaiman pense que ne veut pas raccrocher en même temps pour se ranger et changer d'activité, se reconvertir, ça fait son problème. Moi, je crois que quand on pose un acte, on assume. Si vous posez un acte, vous devez être prêt pour assumer les conséquences. C'est très important. Et dans le même temps, il faut préciser que, eh bien, au plan international aussi, il y a un coup de filet avec Interpol. Avec Interpol, justement, où des cybercriminels ont également été eh bien, arrêtés, Laurent. Oui, j'ai pu lire aussi 2 millions d'euros saisis déjà, et puis avec beaucoup de cybercriminels interpellés, certains déjà déposés en prison. Oui, le combat contre la cybercriminalité aujourd'hui est un combat très important qu'il faut faire parce qu'il y a eu beaucoup de victimes en la matière. Beaucoup de victimes. Ça a commencé depuis le Nigeria, où on parlait de 419, la loi 419, 419. Malgré ça, et puis beaucoup ont quitté le Nigeria pour venir s'installer au Bénin. Après, ça a pris la Côte d'Ivoire, d'autres pays de la sous-région, notamment le Bénin. Et c'est des jeunes qui s'enrichissent du jour au lendemain, au vu et au su de tous, un enrichissement illicite avec une opulence insolente et qui manque de respect, même à la limite, aux gens dans leur milieu de vie. Beaucoup de choses qui se sont passées. Et je pense que aujourd'hui, la traque contre les cybercriminels doit continuer, faire en sorte que tous ceux qui font des choses illégales soient interpellés, parce que malheureusement, ils deviennent des modèles pour les enfants, des jeunes enfants. Beaucoup de jeunes sont devenus déscolarisés parce qu'ils ont pris goût à cette activité, ont fait une première opération et ça a marché. Il y en a même qui, se trouvant dans des centres de formation, ont abandonné leur formation pour s'adonner à l'activité. Merci à Marcel de nous proposer la une justement d'Abaro qui met eh bien, cela en lumière. Ce sont 3 présumés, Laurent, criminels, donc arrêtés dans 21 pays par l'Interpol d'Afrique de l'Ouest. On se rend compte que oui, c'est un phénomène qui dépasse les frontières béninoises, 21 pays tout de même. Donc, sur le continent. Donc c'est assez sérieux, Moi, je crois que il y a 10 ans en arrière, je connais des jeunes qui venaient au cyber avec moi. Moi, j'allais travailler, faire des recherches. Pendant qu'on avait fait des recherches pour étudier, c'était la cybercriminalité.
ils ont eu l'argent, ils ont réalisé beaucoup ce qu'ils pouvaient faire. En tout cas, ils ont réalisé beaucoup. Beaucoup parmi eux aujourd'hui sont en prison, malheureusement, à Misérité. C'est de la peine pour moi de les voir finir comme ça. C'est vrai qu'à un moment, moi, je me battais avec cahier en main, étudiant, malheureux, pauvre étudiant, en train de galérer, et peut-être que ça les faisait rire. Aujourd'hui, ils sont les seuls à répondre. Après l'effort, le réconfort, dit-on, mais après leur confort, maintenant, ils sont dans la détresse, malheureusement. Je vais inviter les jeunes qui nous suivent à faire très attention. Le gain de la facilité, en tout cas, la part du gain facile. La part du gain facile, ça vous réjouit pour autant, mais après, vous êtes les seuls à répondre, malheureusement. Laurent Roland Tonenquès, la philosophie pour les enfants, ça vous parle? La philosophie des enfants? Oui. Adiaché News parle de la 3e édition de Réa Philo, les philosophes du Bénin réfléchissent autour d'une philosophie pour enfants. Bon, oui. Est-ce que la philosophie avec les grands, déjà, ça a marché? Qu'est-ce que ça apporte? C'est vrai, pardon, j'ai été... Voilà, attention. Oui, c'est vrai que la philosophie, c'est très important dans la vie de l'homme. Moi, je sais que... Mais philosophie pour les enfants, je ne sais pas quel est le concept. J'attends de voir si ça peut contribuer à reformater la pensée de nos enfants. On en était à parler tout à l'heure de la perte des valeurs, par exemple. Oui, donc si ça peut reformater la pensée, si ça peut reformater la pensée des enfants pour leur inculquer les valeurs, les bonnes valeurs, les valeurs citoyennes, c'est bien. Parce que la philosophie, quand même, ça apprend, ça nous éduque à mieux nous comporter dans la société, à la gestion de la société. Même si nous avons déjà un politique en chef, philosophe en chef au Bénin, qui n'a de cesse, en tout cas, qui continue de nous sortir les concepts philosophiques en politique, qui n'est ni oiseau ni mammifère. Bon, à nous aller. Économie nationale, Laurent Roland Tonenquès, c'est les principaux risques liés aux investissements dans les crypto-monnaies, les mises en garde en tout cas du ministre Romuald Wadaï. Je dirais enfin, le ministre a parlé, enfin. La crypto-monnaie, je ne dirais pas que c'est mauvais. Ailleurs, ça marche pour les gens. Seulement qu'il y a un problème. Vous savez, quand il y a un système, il y a toujours le faux et le vrai. Et quand il y a un seul système, beaucoup profitent du système. Et après, il y a un effondrement. Quand il y a un effondrement, c'est les familles qui perdent beaucoup de ressources et c'est la souffrance totale. On a pu voir les affaires de placement en ligne. Tout le monde parle de placement en ligne. Ça existe, le placement en ligne, où vous faites un placement en ligne, vous gagnez de l'argent. Dans le même temps, des gens ont utilisé ce thème-là pour faire ce que nous avons appelé à l'époque ici les services et consorts. Et on a pu voir comment ça a fini. C'est de la même manière que les produits, comment vous appelez, les systèmes, comment vous appelez MLM, c'est ça? Les MLM sont arrivés avec une première structure qui a fait son chemin longtemps, mais en même temps, d'autres personnes ont créé le même système. Et ont grugé les pauvres populations. Et certains... Ils sont partis avec les sous des pauvres populations. On m'a amené... Et on fait du mal aux pauvres populations. Je me rappelle en 2013 ou 2014, on m'a embarqué dans un truc là, c'est Souna ou bien Nassou, quelque chose comme ça. Là. Et on m'avait dit que c'est 16 000. Les pauvres, je n'avais même pas l'argent. À l'époque, j'avais un salaire de 50 000. J'ai mis les 16 000 ou 15 000 dedans. Je te dis, le truc n'a pas marché un mois. Ils sont repartis. Après avoir embarqué des milliers de Béninois dedans. Et on nous a mené, ils ont fait des catalogues, c'est tellement joli. Avec dans un support en cuir. C'est pour appâter. Oh, non, mon frère, laisse. J'ai payé. Même il y a le système, j'ai fait déjà ça 3 fois. Moi, je n'ai pas le temps, j'ai fait ça 3 fois. La première fois, c'est la femme d'un ancien ministre qui m'a inscrit. Après, moi, j'ai abandonné un peu. Bon, j'ai vendu un peu les produits avec eux, j'ai pu gagner un peu d'argent. Et puis après, j'ai compris qu'il fallait faire beaucoup d'efforts. Et j'ai abandonné. Après, quelqu'un d'autre m'a embarqué encore dedans. Je suis allé dans leur centre de formation, vers Cotonou, là-bas, vous savez quelque chose. J'ai été formé, après. Laissez. Pour vous dire que les systèmes là, les premiers systèmes sont peut-être des systèmes assez consolidés, assez bien structurés, et qui vous permettent peut-être de gagner de l'argent et d'évoluer. Mais après, tout ce qui gravite autour, les modèles qui sont mis sur le marché sont souvent des modèles
pour appâter et vous gruger et partir. Et c'est pareil que pour les crypto-monnaies. Crypto-monnaies, dans certains pays, ça marche. Mais dans d'autres pays, les gens viennent avec d'autres modèles de crypto-monnaies. Vous mettez vos sous dedans. C'est foutu. D'ailleurs, même les crypto-monnaies aujourd'hui, c'est aussi un moyen de paiement pour les gars, les cybercriminels. Beaucoup parmi eux prennent l'argent par les crypto-monnaies qui sont assez structurées, qui sont connues, tout ça là. Mais d'autres personnes vous créent les crypto-monnaies, on vous dit de donner $2, $10. Et après, vous donnez les $2. Après, on vous dit non, il faut aller à $15 pour gagner $30. Et bon, naïf que vous êtes, peut-être vous pensez à ça, vous mettez vos sous. Et puis ça part en fumée. Et c'est un peu comme on dit ICC et IBCCC, quoi. C'est parti totalement. Donc, enfin, le ministre des Finances parle. Parce qu'à l'époque, dans ICC, on a accusé Koupaki, on a accusé Boniaï, on a accusé l'ancien ministre Amazinoro qui les recevait dans son cabinet. Et Boniaï qui les a reçus, à la présidence de la République. Donc, l'un dans l'autre, si le ministre des Finances ne parlait pas maintenant, demain, on citera leur nom. Parce qu'on dira, ils étaient là quand ça a commencé, mais ils n'ont pas réagi. D'accord. Laurent, parlons culture peut-être. C'est quand la dernière fois vous avez mis pied au temple des Pitons à Ouidah? Si tant est-il que vous avez jamais mis pied là-bas. J'ai mis pied là-bas à plusieurs reprises. D'accord. En tant que guide touristique? En tant que guide, j'ai amené beaucoup de personnes là-bas. Je crois que vous n'avez pas peur des pitons? Non, avoir peur des pitons, pourquoi? D'accord. C'est une créature de Dieu. La dernière fois, c'était C'est une créature de Dieu. Dieu me dit que j'ai le pouvoir de domination sur cette créature-là. Donc, pourquoi avoir peur? Donc, vous n'avez pas peur du lion non plus? Non. Quand c'est un animal dangereux, il faut faire très attention. Mais pas avoir peur du piton, par exemple. Dans une certaine mesure, un piton qui ne meurt pas. Parce que le verset que vous me sortez, c'est non, pas verset. Si, vous avez domination sur tous les animaux, donc vous n'avez peur d'aucun animal. Non, pas ça, mais juste que donner tellement de pouvoir au piton, en avoir peur. Parce qu'on parle quand même d'un élément spirituel, à la limite. En fait, c'est de ça que je parle. D'accord. Donc, voilà. D'accord, donc oui, la dernière fois, quand était-ce? C'était l'année dernière. J'ai amené une touriste, pas une touriste, elle est afro-descendante, elle est arrivée au Bénin pour visiter le Bénin. Elle est de l'île de la Réunion, elle était au Bénin. Non, touriste? Non, pas touriste. Bon, en fait, moi, je ne considère pas les afro-descendants comme des touristes. Comme des touristes, c'est ça? C'est des gens qui reviennent à la source. Il faut qu'on fasse la part des choses. Si je vois un Français venir au Bénin, un Français peau blanche venir au Bénin, quand je vois un Américain peau blanche venir au Bénin, je le considère comme un touriste. Mais quand je vois un afro-descendant, excusez beaucoup, moi c'est ma conception des choses. Ouais, parce que je le vois. J'allais vous dire que vous pouvez voir, il y a des Français de peau blanche, mais qui sont d'origine. Non, attendez, je fais la part des choses. Donc il est afro-descendant ou pas? Non, écoutez, quand je dis, si la personne a dans sa lignée un noir et veut revenir au Bénin, je le considère comme quelqu'un qui est venu à la source. D'accord? C'est de ça que je parle. Donc, ils sont nombreux. Donc quand on a un Français qui est blanc, les considérer comme des blanc de peau. Attendez, considérer les afro-descendants comme des touristes, c'est ça qui fait que les chefs d'État d'Afrique ne veulent pas leur donner le titre de citoyen africain. Parce qu'à un moment donné, parce que le Ghana a fait ça, a montré le chemin en donnant des passeports la nationalité ghanéenne à des Jamaïcains, d'afro-descendants. Il faut que le Bénin commence par penser à ça pour dire, ces gens qui viennent chez nous ne sont pas des touristes, c'est les gens qui, malheureusement, dont les grands-parents ont été vendus en esclaves et qui, aujourd'hui, ont envie de revenir à la source. J'ai pu prendre la dernière fois le docteur, comment vous appelez, Jackson, par exemple, qui est né aux États-Unis, mais qui a fait un test d'ADN, et puis on est venu faire les recherches au Bénin, et il se fait qu'il est lié au 9e roi d'Alada, à l'époque où Agadia a voulu voulu conquérir Alada, et donc ses parents sont partis comme esclaves. Il est revenu, il a fait le parcours, et aujourd'hui il est régulièrement au Bénin. Donc ils demandent, même ces gens-là demandent qu'on leur donne la nationalité ou bien le passeport béninois, parce qu'ils ne se considèrent pas plus comme américains, mais ils se considèrent comme béninois. Donc c'est de ça que je parle en fait. D'accord, en fait, j'en parle, en fait, je fais allusion au temple des Pitons de Ouidah parce que Gaskiani Info, il consacre une sorte de tribune aujourd'hui, animation du temple des Pitons de Ouidah, une médiation culturelle gérée par un personnel qualifié. Oui, non, quand on voit un peu tel que ça se passe du côté du temple Ouidah, je pense que c'est très bien géré. D'ailleurs,
la structuration, comment est-ce que vous êtes accueilli, comment est-ce que vous êtes introduit dans un milieu. Je veux bien croire que vous avez mis pied là-bas il y a une fois. Non. Jamais? Non. Vous êtes frère ou bien vous... Non, je suis sérieux, j'y ai pas mis pied. Faites l'effort d'y aller. D'accord. Faites l'effort d'y aller parce qu'au moins, quand vous aurez la chance de voyager, certainement avant la fin de l'année, et vous aurez de fierté à dire que dans votre pays, dans une ville, par exemple, on a un temple de Python et c'est une divinité pour la culture locale face à une église et qu'il y a non, je le sais. Non. Je le sais, je le dis tout non, le temps. allez voir. Il ne suffit pas de... Parce que ne faites pas comme les enseignants qui enseignent, qui éduquent, qui apprennent... Qui inculquent le savoir aux enfants par rapport au site touristique, mais qui n'y mettent jamais pied. Voilà. Donc, ne faites pas comme les enseignants qui vont vous parler de l'histoire d'Abomey correctement dans les classes des rois d'Abomey sans jamais avoir mis pied à Abomey. Donc, vous, au moins, vous avez appris ça, mais allez constater vous-même. Parce que vous ne savez pas. Ça, qu'il y a comme le mec qui sépare le temple de Vidin et l'église. Vous savez? On sait que les deux se font face. C'est le plus important. Comment? Est-ce qu'il y a une voix qui passe devant? Le plus important, c'est de savoir que voilà, les deux se font face. Non, il faut aller là-bas quand même pour apprendre quelque chose. Le reste, eh bien, il ne s'agit que de détails. Vous n'avez jamais été à la porte du non-retour? Il ne s'agit que de détails. Je suis tout le temps à Ouida, par contre. Tout le temps à Ouida. Allez, comment aller à Ouida depuis des années ne pas mettre pied là-bas? Ben ouais, parce que ce n'est pas ma préoccupation. Laurent Roland Toninquès, finissons très rapidement, si vous le voulez bien. Avec Gascani Info toujours, qui met en lumière l'imprudence, qui fait beaucoup de victimes quant au non-respect des feux de signalisation. Il y en a de nouveau sur le tronçon Abomey-Calavi-Glodjibé, notamment au carrefour Pavé-Kérékou. Oui, mais les feux de signalisation, vous dites, est-ce qu'il y en a sur le tronçon Carrefour-Kérékou, campus en quantité et en qualité? Le nouveau tronçon, c'est une nouvelle voie qui est aménagée, donc c'est normal qu'on ait des feux de tricolore là. Attendons peut-être ces années pour voir si ça va durer dans le temps. L'imprudence, justement, qui fait beaucoup de victimes, puisque malheureusement, on remarque que beaucoup de nos concitoyens continuent encore de brûler, comme on le dit assez vulgairement, ces feux. Oui, déjà même sur le tronçon, le nouveau tronçon dont on parle, bitume à Ovois, Kérékou, je crois qu'à ce niveau, beaucoup des autres s'observent. Les gens ne font pas du tout attention, sans s'interdire, tout sur ce tronçon. Oui. Donc c'est un problème. Et pour les feux tricolores, il y a des gens qui ne respectent toujours pas. Et ça crée beaucoup d'accidents. Moi, j'ai vu un accident la semaine dernière parce que un cuidant n'a pas respecté le feu tricolore. Et il faut sanctionner. Moi, je pense que c'est des choses. Il faut reprendre le contrôle, mais sanctionner durement. Très important. Merci à vous. Vous restez des nôtres, Laurent Roland Toninquès.